Ça, c'est le passé, c'est vraiment la genèse. Donc, quand on fait des interfaces numériques aujourd'hui, quelque part, on manipule des choses techniques, la réalité augmentée, on l'a vu. On est dans l'histoire de cette tradition qui manipule des techniques pour arriver à des ambitions humaines, des utilités, de la beauté, etc. etc. Avançant dans les époques, on voit une pratique, des enjeux, des besoins en train de se constituer, qu'on pourrait appeler, je suis perturbé parce qu'il y a une apostrophe qui n'est pas la bonne, hein, ça me choque, qu'on pourrait appeler l'élaboration du design. Alors, grande époque, l'âge des Lumières, c'est-à-dire l'âge d'une pensée française enfin née en France, mais donc française, qui finalement quitte le monde de la Vénus, de la foi, pour rentrer dans le monde de l'être, hein, puisque l'humanisme, c'est ça, c'est plus croire en l'homme qu'en un ami virtuel qui nous aide à vivre ensemble. Alors, c'est toujours un sujet d'actualité. Hein. Et à cette époque des Lumières, on a vraiment des tensions entre finalement la raison, Pascal, la Pascaline, un savant qui fait des objets techniques. Alors, c'est un des premiers makers, Pascal, un savant qui fait des choses. Et puis l'émotion, le travail de Jacob, de Boulle et des grands ébénistes. Bon. Et on sépare les choses tout doucement. On sépare ce qui relève du dessin et de l'ambition. Et on sépare ce qui est de la raison pure et de l'émotion. Et on le sépare à tel point, avec l'avancée des pensées, rationnelles, avec les écrits de Descartes sur la séparation du corps et l'esprit, qu'un dénommé Furetière, puis après Roger de Pils, tous deux un peu maltraités par l'Académie des Beaux-Arts, décident de faire un dictionnaire. Alors déjà, c'était des refoulés, hein, mais bon, de faire un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, ils coupent le mot dessin en deux. Parce qu'à cette époque, en France, pour parler de ce que faisait Léonard, accueilli par François Ier à Ambroise, on parlait encore du dessin avec un E. C'est-à-dire, sous Louis XIII, hein, d'Artagnan, les épées ou les tableaux qui représentaient Anne d'Autriche, on parlait encore du dessin d'une œuvre avec un E. Arrivé à la cour de Louis XIV, Louis XV et au-delà, et suite aux volontés à ce dictionnaire de Furetière, on coupe le mot en deux. Et d'un côté, on a le dessin, donc l'exécution technique, l'habileté avec les magnifiques outils qu'on vient de voir. Et puis de l'autre, l'ambition, c'est-à-dire finalement une forme d'intelligence, celui qui décide, celui qui exécute. On sépare la main du cerveau. Et c'est peut-être une des raisons, je fais un peu de psychanalyse française, c'est peut-être une des raisons de l'incompréhension du design en France. Oui, le beau, c'est sympathique, mais moi, je suis dans le business, moi, je suis ingénieur, donc je fais des choses sérieuses. Et cette espèce de distance qui existe, qui est très présente dans notre pays, qui n'existe pas, on le verra après, en Italie ou en Allemagne ou en Angleterre, est peut-être liée à cette histoire. Alors, malgré tout, le monde avance, il se passe des choses, une révolution industrielle qui démarre, celle de la vapeur, la première. L'Angleterre se met à force marche en modernité, l'Allemagne la suit. Et en 1886, un rapport en France, le rapport gallois de l'époque, c'est la catastrophe, on est très en retard, on comprend rien, il faut faire quelque chose, c'est la panique. Et on envoie un inspecteur des beaux-arts, Marius Vachon, en Angleterre, en Allemagne, pour observer comment font les Anglois et les Allemands. Et il constate que nous en sommes encore à séparer la qualité de l'artisanat exceptionnel, les meubles de Boulle ou de Jacob sont formidables, du peu d'intérêt qu'on a pour les productions industrielles. Donc les productions industrielles pour les Français sont des commodités sans intérêt, ou il faut le dire, des objets pour les pauvres. Et puis on maintient des objets pour une espèce d'élite dans une tradition. C'est vrai qu'on a tué le roi, c'est vrai qu'on a brûlé les meubles du château de Versailles, mais on va quand même continuer cette tradition-là. Et Marius Vachon, quelque part avant le Bauhaus, avant William Morris, invente le design, puisqu'il dit qu'il faudrait que les marchands soient des artistes et des artistes des commerçants. Ainsi, peut-être, nous pourrions fabriquer des choses à la fois belles, utiles, etc. etc. Ce rapport est absolument fascinant parce que quand on voit les problèmes du pays aujourd'hui, la manière de considérer le design, par exemple, on n'a pas avancé d'iota, ou disons on a fait 100 mètres quand il faudrait faire 100 km. Alors cependant, ce rapport, il a impacté le pays de manière assez significative. On a créé les écoles d'art industriel. Il n'en reste qu'une
à Saint-Étienne qui fait des décors sur les fusils de chasse. Alors c'est assez typé, c'est assez ancien, mais on a créé des habiletés et les fusils français sont réputés. On a créé les musées d'art et d'industrie, c'est-à-dire qu'on a dit l'industrie et les productions industrielles ont un intérêt. Un des plus beaux est encore à Saint-Étienne. Vous avez des métiers typiquement stéphanois, c'est-à-dire qui font des rubans et pas des grandes largeurs comme les Lyonnais, des armes, puisqu'à Saint-Étienne on fait des armes, et des vélos, des bicyclettes, c'est très à la mode. Et le plus bel endroit au monde pour voir des bicyclettes, c'est pas à Paris sous les casques haricots, c'est à Saint-Étienne. Je vous encourage à visiter ce musée. Et puis derrière, on a fait 3 expos universelles entre 1880 et 1930. On a à peu près inventé tout ce qu'allaient être les grandes inventions technologiques du XXe siècle, la radiodiffusion, la radio, la photo, le cinéma, les cohéreurs de fréquences qui ont permis les radios, je l'ai dit, la télévision, la radio comme média avec les sans-finis, des hackers qui ont voulu échanger des informations sur des radios qui étaient réservées aux militaires. Enfin, incroyable. Donc il n'y a pas de fatalité. Et quelque part, cette crise industrielle a posé la question esthétique des productions en série, puisque c'est l'objet de la révolution industrielle. Alors, Angleterre, extraordinaire exemple. Dans le design, on dit souvent, voilà, j'ai beaucoup voyagé, les Anglais sont pragmatiques, c'est des commerçants, blablabla. En Angleterre, William Morris, à l'époque du Crystal Palace, donc d'une exposition très importante anglaise, constate le bâtiment est merveilleux, construit en structure d'acier, une serre, un petit peu comme la verrière qu'on a ici, magnifique, mais les objets exposés étaient épouvantables. Donc Morris invente une représentation moderne qui est à la fois respectueuse de la tradition, on vient de quelque part, avec des techniques modernisées tout en respectant les artisans. Puis quand on lui a demandé de passer à une échelle plus industrielle, William Morris s'est intéressé, au-delà de l'esthétique de la vie, donc de rendre la vie plus belle, à la condition de travail des ouvriers. Et William Morris, c'est intéressant parce qu'il a posé le design européen dans une dimension sociale d'emblée, c'est-à-dire on ne peut pas produire des choses indépendamment des gens qui les produisent. Alors, quand on voit nos iPhones faits par des Chinois dont on ne sait pas comment ils vivent, voilà. Donc nous, Européens, on peut se poser ces questions-là. Et William Morris, il a créé le Parti socialiste anglais, le Labour, avec d'autres, mais il était vraiment engagé dans cette dimension très importante. Et quand les Fab Labs ont été, réintroduits par le MIT, en fait, très vite, la tradition européenne de ces ateliers et de ces questions-là sont remontées, et William Morris est devenu une sorte de père fondateur des Fab Labs. Donc, encore une fois, on avait une histoire, des pratiques, mais quand ça vient des États-Unis, c'est toujours plus cool, plus glamour, puis le MIT, on n'a pas le droit de dire du mal. Alors, deuxième révolution industrielle, après la vapeur, l'électricité, ce pétrole, et le pétrole, pardon, c'est-à-dire transporter l'énergie sur les grandes distances avec l'électricité et se transporter soi-même avec le pétrole sur la route et puis dans les airs. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans l'industrie. L'électricité, c'est plus simple que la vapeur. Et donc, on peut à peu près appliquer le progrès porté par des ingénieurs dont le métier est arrivé à cette époque-là pour électrifier les manufactures. Et donc, le Bauhaus, qu'est-ce qu'il fait? Il invente l'esthétique d'une époque dans à peu près tous les secteurs, la typographie pour Yancey Schold, le mobilier, l'industrie, les grandes entreprises pour AEG qui existe encore, qui fait de la vaisselle, pour lequel l'architecte Peter Behrens, qui était un peu antérieur au Bauhaus, a dessiné tout, l'usine, les magasins, les bureaux, les ventilateurs, les objets, les factures, etc. Donc on a vraiment la naissance de l'entreprise moderne. Des entreprises aussi cohérentes en France, on en a peu. On en a une dont il y a un des représentants ce soir, Albert Seraf de Deco, qui est à peu près une entreprise comme l'était AEG à l'époque, totalement cohérente, avec du design partout. C'est une manière de construire l'entreprise autour de ses signes, de ses représentations, de son savoir-faire, indépendamment des objets qu'on produit. Donc on voit le Bauhaus, il a vraiment posé des bases extrêmement nouvelles et intéressantes. Il a créé l'esthétique d'une époque et de l'ère industrielle. Alors en France, on est bien sûr un peu en retard, on est fasciné par l'Allemagne, mais l'Italie n'est pas présente parce qu'elle est un peu en retard dans la révolution industrielle, mais on est quand même des latins, je dis souvent, on a souvent cette discussion avec Angelo, l'Italie est notre maman et l'Allemagne est notre papa, ça se vérifie dans l'histoire de l'art, et l'UAM c'est finalement une tension entre une tradition de l'architecture venant de l'Italie et des représentations bourgeoises françaises, la question sociale de loger les nouveaux ouvriers, la question prolétaire, comme on disait, et puis d'inventer
une intégration quand même de pratiques anciennes. Il y a une photo de Jean Prouvé, c'est pas un hasard. Dans l'UAM, il était appelé le serrurier, il n'était pas appelé designer ou architecte. Mais Jean Prouvé, il était embêtant parce qu'il était serrurier, mais il concevait des choses. Pourtant, il n'avait pas d'étiquette. Il a enseigné. Et finalement, dans cette... c'est un peu inconnu l'UAM, et c'est bien dommage. Il y a eu une expo à Beaubourg l'année dernière, parce qu'il y a vraiment la question de concevoir avec ce qu'on est sa culture. C'est un intérêt parce que ça parle de nous et on le fait dans notre langue. Mais il y a des places, si vous voulez. Franchement, asseyez-vous, parce que c'est plus agréable assis. Cette culture, à l'extérieur, a une valeur parce que c'est une singularité. Il ne s'agit pas de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge sur nos cerveaux. Il s'agit de se dire ce qu'on sait faire a une valeur, et si elle est différente de ce qui se passe, ailleurs, bah, ça peut être un problème, mais ça peut être une chance. Je lisais un article dans le journal ce matin, première digression. Oui, les marques françaises sont un peu sophistiquées, elles ont trop de messages à l'étranger, à l'étranger c'est compliqué, notamment aux États-Unis, il faut être très simple. Ok, mais on n'achète pas du Chanel ou un champagne à 250 € la bouteille avec, je sais plus le slogan de Coca, mais avec un truc. Bon, il faut aussi savoir rester ce qu'on est et pas tomber dans l'espèce d'avilissement de la simplicité. Ça coûte très cher de créer une identité, ça coûte très cher de créer une marque. Quand on est différent par nature, parce qu'on habite un endroit, on est italien, on est espagnol, on est allemand, ou on est anglais, ou on est japonais. Bah, ça a une valeur. C'est pas de l'enfermement dans les frontières, c'est que les cultures ont une valeur. Et l'UAM a créé dans le design français une culture très puissante qui est un espèce d'hybride entre ce qu'on est, c'est-à-dire de la raison, de l'émotion, et une question très présente chez nous qui est la question sociale, c'est-à-dire de cet humanisme appliqué aux problèmes du quotidien. Alors pour la petite histoire, l'UAM, il est devenu après la Seconde Guerre mondiale forme utile, hébergé, ne rigolez pas, par le Salon des Arts Ménagers. Le progrès, les machines pour les gens, pour libérer la femme, etc. Et forme utile est devenu le CCI à Beaubourg quand le centre Georges Pompidou a été créé. Donc tout ça, c'est une histoire qui continue. Alors aujourd'hui, le CCI, c'est tout petit à Beaubourg, mais ça existe encore. Il gère les collections design. Donc c'est quand même une longue continuité. Donc on ne peut pas dire que la France n'est pas un pays de design. Et puis, voilà, après la guerre, deux événements. Le plan Marshall, qui met beaucoup d'argent en France, la reconstruction, et forcément avec l'argent arrive la puissance et le rayonnement, le soft power, comme on dit, américain. Donc le mot qui était Gestaltung en allemand, qui était esthétique industrielle en France, qui était style en Italie, devient design. Et la dénomination devient un petit peu standardisée. Et la caractéristique du design américain, qui est formidable, qui est fascinant, après la guerre on était émerveillés, c'est quand même particulier. Les Américains, ils nous ont légué un certain nombre de choses. D'abord, une sorte d'éthique des affaires qui est un petit peu différente de l'éthique européenne continentale. En Europe, on fait des produits parce qu'on a bien travaillé, on gagne de l'argent. L'éthique américaine, c'est plutôt, peu importe les produits, la finalité, c'est de gagner de l'argent. Ce qui est un peu un paradigme inversé, cause-conséquence. En Europe, c'est plutôt une conséquence. Aux États-Unis, c'est vraiment une cause. Alors, les Américains nous ont laissé deux éléments très puissants. La première, c'est l'idée de styling, c'est-à-dire tous les ans, on renouvelle les produits pour les déclasser, pour les rendre hors de la mode. C'est Virgin Exner dans l'automobile, ou Earl, General Motors, Chrysler, qui tous les ans faisaient des ailerons de plus en plus grands, puis après ils ont coupé les ailerons, puis, etc., etc. Et la deuxième idée qui est un peu plus vicieuse, que j'aime moins, la première elle n'est pas terrible, même si les automobiles sont charmantes aujourd'hui. La seconde que j'aime moins, c'est un dénommé Brooks Stevens, qui s'est dit, mais plutôt que le style, parce que finalement, bon, on peut quand même garder la voiture 3 ans, vivre avec les ailerons quelques années. Si on s'arrangeait pour que les objets tombent en panne, parce que là, il faudrait les remplacer. Et je ne sais pas si au marché aux puces, vous avez déjà vu des radios américaines, et vous avez vu une radio allemande, par exemple Braun. Quand vous ouvrez la radio Braun, tout est bien rangé, c'est facile à réparer. Quand vous prenez une radio américaine, vous avez un tas de fils en spaghetti, c'est quasiment irréparable.
Alors, bien sûr, on peut changer les lampes, j'en ai réparé quelques-unes, mais le câblage, lui, c'est vraiment épouvantable, c'est très pragmatique, et donc on ne répare pas. Et donc Brooks Stevens, il invente l'obsolescence programmée. Alors, tout ça est illustré par La laideur s'en vend mal de Raymond Loewy, qui est vraiment l'illustration absolue du design consumériste. Il y en a d'autres, hein, TIG, la compagnie qui fait les avions pour Boeing, qui sont des très bons professionnels, mais il y a une sorte de vision du design qui est très particulière. Alors bien sûr, les États-Unis sont tellement grands. Vous avez aussi des réfugiés juifs de la Seconde Guerre mondiale qui créent de l'architecture et du design de qualité aux États-Unis. Vous avez des Californiens à la culture qui tombent amis avec Alvar Aalto du nord de l'Europe, Charles Sims, et qui fait un design qu'on appelle les American Classics, et pas du tout là-dedans. Les États-Unis, c'est plus grand que l'Europe, donc on ne peut pas résumer ce que je dis à tout le design américain, mais quand même celui qu'on prend chez nous, c'est celui-là. À tel point d'ailleurs que Jacques Viennot, un des pionniers du design français d'après-guerre, qui a créé l'esthétique industrielle, qui a créé l'ICSID, qui est la Société mondiale des sociétés de design nationales de tous les pays, se battait contre les Américains pour enlever la dimension mercantile du design. Il a créé cette association, et pour que cette dimension mercantile soit retirée, il a accepté que le siège de l'ICSID ne soit pas à Paris, mais soit aux États-Unis. C'était vraiment une négociation pied à pied. C'était deux visions du monde qui s'opposaient. Donc certains disent que le design est politique, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et le design, il est aussi très lié aux cultures. On peut dire que, par exemple, les Allemands ont une culture du tout et de l'harmonie du tout, qu'on peut appeler la Gestalt en philosophie, qu'on peut appeler, quand on est ingénieur, le Maschinenbau, c'est-à-dire la construction cohérente de la machine, qui est très proche du wa japonais, cette harmonie du tout. L'Italie, la progettazione, plus que le style, la révolution dans les années 70 du design italien a amené cette idée du projet, du dessin. On revient au disegno, hein, c'est très cohérent. Et de la bella macchina. Andrea Branzi, célèbre architecte italien, en parlait lors d'une expo à la Triennale de Milan. La bella macchina, c'est la maestria italienne, c'est la Ferrari, c'est Alfa Romeo, c'est les objets de Gio Ponti pour Christophe en France. Enfin, c'est vraiment l'Italie. La France, bah voilà, c'est la raison critique, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement rationnel, avec un peu d'émotion à côté. L'émotion le week-end, la rationalité la semaine, mais on mélange difficilement les deux. Dans le nord de la France, que j'adore, vous avez des usines, vous avez des mines, avec des équipements extrêmement légers, frugaux, pauvres, pour ne pas le dire. Et vous avez la maison des propriétaires qui sont décorés des plus grands artisans français de l'époque, Dôme, Gallet, Baccarat, etc., etc. Donc on sépare l'argent qu'on a, on le met dans de la représentation. Dans l'outil de travail, on ne met rien. Vous montez à Bruges, 150 km plus haut, vous avez des gens qui avaient des moulins, qui ont fait du papier. À l'invention de l'imprimerie, ils ont acheté des machines, ils sont devenus imprimeurs. Ensuite, ils ont demandé à Plantin de faire des caractères. Et puis, ils sont devenus éditeurs. Et donc, et ils vivaient dans des maisons très frugales. Mais par contre, leur outil de production était extrêmement complet, vertical, etc. Donc, c'est des éléments culturels. Donc, en France, la séparation du designo, hein, le dessin, ce qui est beau, ce qui est utile, on a toujours eu l'analogie et la logique ont du mal à cohabiter. C'est nous, hein, c'est ni mal ni bien, c'est comme ça. C'est ce qui fait notre force aussi. Et puis les États-Unis, bah voilà, design for money, hein, comme dit la chanson de Dire Straits, et la laideur se vend mal. Alors le design européen, finalement, par son histoire, est d'abord le lieu où le design est né. C'est un projet, un humanisme au service de la vie, des gens. C'est une attitude, une culture, un contexte. C'est une attitude, c'est Molinacz qui le dit, le grand professeur du Bauhaus, hongrois, photographe, artiste. On a des amis hongrois aujourd'hui, donc c'est important de citer Laszlo Molinacz. Excusez-moi, Peter, pour la prononciation. Et c'est une discipline inscrite dans la recherche de création de valeur. Et création de valeur, c'est important, ça veut dire de valeur morale, éthique, d'amour entre nous, mais aussi de valeur économique. Et c'est vraiment une particularité du design qui remonte ingénieur et artiste, quelque part, utile et beau, et forcément inscrit dans une économie. Et ça, c'est vraiment la particularité du design. Et Ettore Sottsass disait, il mettait le design dans une quête infinie, il disait, pour moi, le design est une façon de discuter de la vie, de la société, de la politique, de l'érotisme, de la nourriture, et même du design. Ce qui veut dire que le design n'est pas quelque chose de figé. J'adore cette définition.